Tout d'abord, merci de m'avoir fait venir ici. Merci d'avoir employé le mot éveil, parce que l'éveil, c'est le mot, je ne suis pas bouddhiste, mais éveil, c'est le mot du Bouddha. Et l'éveil, il a eu sous un arbre, un people tree, je crois, voilà, ou ça, dans certains, un figuier sacré. Et je terminerai tout à l'heure par un petit détail là-dessus. J'ai appris l'arbre par mon père. Mon père était un sorti de rien. Il a commencé dans une société rurale extrêmement démunie du centre de la Bretagne. Il a été arraché de l'école pour travailler comme petit bon à tout faire sur une exploitation rurale. Il était logé dans un grenier au-dessus d'une porcherie. Il a appris à survivre en regardant l'oiseau, avec le fil des saisons, en regardant la nature pour savoir ce qu'elle allait donner pour la survie de l'hiver suivant. Il a appris des hommes, mais il a aussi appris de sa grande solitude. Il a vécu en ville ensuite. Et moi, la petite fille, j'ai toujours été frappée de sa volonté d'avoir un jardin et qu'il avait dans le minuscule univers qui était le nôtre, une économie. Moi, je croyais que c'était une économie, mais en fait, c'était une écologie. J'ai été élevée dans l'adoration des vers de terre, du purin des lapins qui allaient engraisser du fumier, la vénération du dit fumier, l'encouragement explicite à nous-mêmes nourrir le fumier de nos propres économies gestives, dirais-je. Il y avait également l'adoration de la baille, vous voyez ce que ça peut être, qui venait des tinettes extérieures à la maison, qu'on allait renverser dans la montagne de ce qui étaient les déchets alimentaires. Mon père, dans les années 60, dès qu'il a vu l'invasion du plastique, a tout naturellement institué les 2 poubelles. J'ai vécu là-dedans. On trouvait qu'il était, à l'époque, avec mes sœurs, un peu piqué quand même, mais on l'a fait. Et il y avait cette reconstitution d'un compost avec tous les éléments qui venaient, les animaux, enfin des lapins chez nous, les humains, et ce qu'il allait chercher à la mer, des coquillages, du sable en proportion mystérieuse et les algues. Et puis d'autre part, à certaines saisons, c'est toujours aussi mystérieux que son observation patiente de la Lune, dont j'ai trouvé des traces sur ses agendas après sa mort. Et donc, à certains moments, il allait chercher ce fameux humus dans des coins très spécifiques de certaines forêts. J'ai appris en enquêtant sur lui, quand j'ai écrit Sorti de rien, qu'il était en fait un homme de la forêt, des parias, parce qu'ils avaient été protestants dans le passé, relégués derrière un ruisseau qu'on appelle la barrière de l'enfer, Stanguiverne en breton, dans la forêt mystérieuse de Kénécan, qui était le lieu où vivaient, paraît-il, les fous, les bardes, les lépreux, les charbonniers, et qu'on appelait les Noirs. Donc, je viens de cette tribu étrange, mais aussi d'une autre tribu de la côte qui, paraît-il, est mélangée de l'Inde et d'Indiens. L'Orient porte de la Compagnie des Indes. Alors tout naturellement, j'ai été attirée spontanément par l'Inde. D'ailleurs, le petit jardin de mon père, j'ai su après que c'était un morceau d'un jardin de la Compagnie des Indes à l'Orient. Et je regardais toujours vers l'Est. Et donc, à travers cette conscience-passion qui s'est affinée en moi, j'appellerais ça une conscience-passion, qui concernait beaucoup les arts. Mon père les soignait, les adulait, les recueillait les fruits, les protégeait du gel avec religion, je dirais. Et les gestes de mon père sont restés incrustés et dans ma rétine et dans mon cœur. Et cet intérêt pour l'Inde, venu de cette ville étrange qu'est l'Orient, totalement détruite, mais juste avec ce souvenir de la Compagnie des Indes, m'a amené plusieurs fois vers l'Inde. Et notamment un jour, il y a quelques années, je suis tombée sur un article d'un journal indien qui parlait des Bishnoi. Et disait cet article, en 1730,
parce qu'un Maharaja voulait couper leurs arbres. 363 membres de cette communauté se sont laissés décapiter les uns après les autres jusqu'à ce que les soldats du Maharaja, à bout devant le spectacle du sang et du carnage, renoncent. C'est-à-dire, c'est caractéristique de ce qu'on appelle un comportement de l'ahimsa. Le violent doit comprendre que la cruauté n'est pas le bon comportement, n'est pas supportable, et c'est de lui-même, parce qu'il y a aussi en l'homme un circuit empathique, il n'y a pas qu'un circuit de la violence, qu'il renonce à la violence. L'ahimsa n'a pas été inventé par Gandhi, c'est un concept qui remonte, et aussi une attitude pragmatique qui remonte aux plus anciens temps de l'Inde. Et j'ai voulu, moi, me dire, mais comment peut-on mourir pour les arbres? Parce que je ne m'en sentais pas du tout, malgré mon amour des arbres, le cœur à mourir pour des arbres. Et donc, 15 jours après, à peine, j'étais sur les lieux de ce massacre, au sud, à 25 km au sud de Jodhpur, et je rencontrais des membres de cette communauté, les Bishnoi. Un mot qui veut dire les 29. Non qu'ils aient été 29, mais parce qu'ils ont institué 29 principes. Et en fait, bien avant ce massacre de 1730, il y a eu un homme qui s'est levé au cœur d'une famine épouvantable qui a eu lieu en 1485 au Rajasthan. Et cet homme avait beaucoup parcouru les routes du nord de l'Inde à la suite d'un maître, d'un gourou, si vous voulez, et il avait été dans tous les lieux saints, dans les Himalayas, etc. Il avait le chapelet caractéristique en boule de cerisier, et il avait compris le rapport de l'homme et de la nature. Il était allé à la source de la vieille sagesse indienne, des millénaires avant Jésus-Christ, qui a toujours dit, depuis l'Inde, que l'Inde existe, que l'homme n'est qu'une partie du grand vivant et que la grandeur de l'homme est d'établir et de respecter les connexions de tous les êtres vivants. Donc vous trouvez ces principes déjà dans les Védas, mais vous le trouvez aussi dans le bouddhisme dont je vais parler tout à l'heure, qui n'a fait que reprendre et adapter tout cela. Par exemple, ce grand roi, ce grand empereur de l'Inde, donc Ashoka, qui a demandé qu'on protège les animaux et les arbres au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis notamment à cette époque du XVe siècle indien. Et donc cet homme s'est levé, il a fait une sorte, en pleine famine et en pleine sécheresse, dans un lieu où il y avait une source qui marchait encore, qui fonctionnait encore, et devant des communautés qui étaient à la fois musulmanes et hindouistes, il a dit: vous êtes frères parce que vous avez soif, parce que vous avez faim, et nous retrouvons dans cette situation parce que nous avons coupé les arbres, et qui coupe l'arbre, qui coupe l'accès à la survie. Donc l'arbre dans le désert du Rajasthan, c'est le kejri, qui est une sorte d'acacia dont les racines pompent l'eau très profondément dans le sol du désert, et dont les feuilles portent des sortes de lentilles qui permettent de survivre quand on n'a pas de vraies lentilles pour faire du dal, par exemple. Et puis, les feuilles sont très riches en oligo-éléments et en minéraux, notamment en fer. Et on peut faire des currys avec, mais aussi on peut nourrir les animaux et permettre d'avoir le lait pour des vaches, etc. Et donc, il a énoncé 29 principes que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Le premier, la protection des femmes. La protection des animaux. Les jeunes mariés la première tâche, c'est de chercher un puits
Et on a le devoir de planter des arbres dès qu'on fonde une famille. On apprend aussi aux enfants à planter des arbres. Et tout cela date de 1485 à l'initiative de cet homme, Jambo, dit Jamboji, qui était tout simplement un observateur de la nature et une sorte d'ingénieur agronome qui avait de la spiritualité. D'où mon enquête qui a abouti à ce livre, La forêt des 29, où j'ai relaté ça sous forme de récit. Moi, je fais avec mes moyens. Je sais raconter des histoires, paraît-il. Et je me suis dit que la meilleure façon de convaincre n'était pas de faire de la morale, mais de montrer, d'illustrer avec mon petit instrument à moi de musique qui sont les mots. Et je suis habitée par cet exemple. Et depuis, quand je suis fatiguée, eh bien, je vais faire des promenades dans les forêts. Et aujourd'hui, j'entends toutes les justifications scientifiques de ces promenades en forêt qui sont toujours si bienfaisantes. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la communauté humaine, à travers l'histoire et à travers l'espace, verticalement et horizontalement, elle est riche aussi d'un terreau et d'un arbre, si vous voulez, qui est le bon sens. Le bon sens, l'empathie avec les plantes, avec les animaux. Il y a une conscience ancienne du tout vivant qui ne demande qu'à être réactivée parce que l'homme veut aussi le bien. Merci beaucoup.